Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Elisabeth de Fédot pour son nouveau livre « Elsa Schiaparelli, l'extravagante ». Elisabeth de Fédot, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de nous retrouver à nouveau sur ce plateau. Vous êtes fidèle à TV78 et je vous en remercie. J'adore TV78. C'est vrai? Bien sûr. Moi aussi. Dites-moi donc, vous venez de sortir ce nouveau livre, Elsa Schiaparelli, l'extravagante, chez Flammarion. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, le dictionnaire amoureux des parfums, le roman des Guerlain, car vous êtes historienne du parfum en plus d'auteur et plein d'autres choses. Dites-moi, comment avez-vous eu l'idée de parler de ce personnage si incroyable? Alors Flammarion m'avait demandé, juste après la biographie des Guerlain, Ouais. de le proposer à nouveau un autre sujet de biographie. Et je voulais cette fois parler d'une femme. D'accord. Une femme dont le destin s'est déroulé entre la fin du 19e et à peu près les années 50. Et parmi ces femmes, il y avait Elsa Schiaparelli, qui était pour moi un personnage extraordinaire, extravagant, fantaisiste, que j'avais rencontré d'une certaine manière, en fait, sur le plan historique, au moment où je travaillais pour Chanel, parce que j'ai commencé ma carrière chez Chanel. Et comme Elsa Schiaparelli a été la seule et grande rivale de Chanel, forcément, son personnage m'était apparu et je m'étais intéressée à elle. Et est-ce qu'on peut dire, pardon, je vous coupe, en quelques mots, qui était Elsa Schiaparelli déjà? Alors, Elsa Schiaparelli naît à Rome Ouais. en 1890. Le 10 septembre. Le 10 septembre 1890, exactement. Elle est issue d'une famille aristocratique romaine. Son père est un brillant intellectuel, un linguiste oriental qui dirige la bibliothèque donc, du Palais Corsini. Et par sa maman, elle est issue de l'aristocratie Médicis. voilà, descendant des Médicis. Et donc, elle a cet héritage familial très éclectique, aristocratique, plus intellectuelle que fortunée, mais où elle va être nourrie de toutes ses influences pendant sa jeunesse. Et donc, elle a une personnalité en plus très à part dans sa famille. Et alors, qu'est-ce qu'elle va en faire de cette personnalité? Quel est son métier? Comment on peut définir? Alors, elle arrive, finalement, sa vie est un destin incroyable parce que c'est vrai que c'est ce que j'explique dans le livre, ça aurait pu être un conte de fées. Elle aurait pu avoir la vie d'une jeune fille rangée. Est-ce que c'est ça un conte de fées? Épouser son prince russe comme le souhaitait sa famille et donc et elle le dit elle-même dans ses mémoires, avoir une vie confortable finalement, un peu oisive. Mais elle est romanesque, elle est singulière, elle est différente en fait des jeunes filles de son époque et surtout de son milieu. Et elle a cette blessure narcissique de l'enfance qu'elle appelle elle-même sa lutte, parce que dans le regard de sa mère, elle ne se sent pas belle. À la différence de sa sœur aînée qui est solaire, qui est magnifique, et cette belle italienne telle qu'on l'imagine, elle, au contraire, Elsa, elle a du caractère, elle a de la personnalité, mais elle n'a pas cette beauté classique qui est admirée par sa mère. Et donc, elle appellera sa lutte, et elle fera de sa lutte, si vous voulez, un succès, un destin. Et ça, au fil de sa vie, on ne va pas tout vous raconter. Non, mais elle est styliste, elle est créatrice de mode, elle est... Alors, elle démarre... Comment on la définit? Alors, si vous voulez, tout va démarrer à partir du moment où elle choisit par amour d'épouser un beau comte polonais qui, en fait, s'avère un mauvais garçon, mais Elsa aime les mauvais garçons. Déjà. Donc, mais qui est très beau. Et elle se retrouve avec donc son mari à New York, au tout début des années 20, avec pas un sou en poche parce qu'il a croqué toute la dot. Et au moment où elle est enceinte, elle se rend compte que lui est volage et donc elle décide de divorcer. D'accord. Elle se retrouve déjà, c'est fille très mère. moderne. C'est assez moderne quand l'époque, même. Elle se ouais. retrouve fille mère à New York alors qu'elle est italienne. Avec en plus une enfant qui se révèle à 18 mois être atteinte de la poliomyélite. Et là, comme elle est amie de toute cette, on va dire, cette avant-garde artistique, puisqu'elle avait rencontré la femme de Francis Picabia, Gabrielle Picabia, sur le bateau qui la conduisait à New York, elle va... Gabrielle Picabia lui propose de repartir en France. D'accord. Et à ce moment-là, donc elle se dit, après tout, elle n'a plus rien à perdre. Elle veut pas revenir à Rome, parce que ça, c'est
Elle s'est affranchie de ce milieu familial, elle ne va pas retourner. Oui, elle veut vivre sa vie. Elle veut vivre sa vie, exactement. Et donc, elle part à Paris, cette ville qu'elle a croisée au moment où elle partait vers Londres pour devenir fille au père, quand elle était jeune fille. Et elle se souvient, elle a un souvenir enchanteur de Paris. Donc, elle va retourner à Paris avec donc, Gabriel Picabia. Et là, elle retrouve à nouveau tout ce milieu d'artistes surréalistes, le bœuf sur le toit, avant-gardiste, cette café society. Et comme elle a un style incroyable, oui, elle n'est pas belle, elle se définit d'ailleurs elle-même comme une jolie laide, mais elle a un style, elle a une façon de s'habiller comme les Italiennes savent le faire d'ailleurs. Eh bien, ses copines riches de la café society lui demandent de les aider à choisir leur garde-robe. Et c'est de là que commence l'histoire. Voilà, et donc on appelle ça styliste. Et c'est là où elle va rencontrer Paul Poiret. D'accord. Et commence sa carrière de styliste et elle monte sa maison de couture. Alors ça, c'est... Oui, c'est après évidemment, mais c'est pour faire court. Exactement. Alors, elle devient styliste. En même temps, elle est acheteuse d'art parce qu'elle a ce goût inné qui lui vient de son enfance. Et puis, effectivement, elle va rencontrer une amie américaine qui porte un sweat incroyable, extraordinaire, qui lui tape dans l'œil. Et ce sweat est tricoté par des Arméniennes qui sont réfugiées à Paris, qui sont concierges, en fait, et qui tricotent une maille très particulière qui accroche le regard de Elsa Schiaparelli. Donc, elle se rend chez cette arménienne qui se fait appeler Mike, parce que son nom arménien est imprononçable, et elle lui demande de tricoter un pull dont elle a dessiné le motif. Ce motif avec ce nœud papillon trompe-l'œil en noir et blanc. Et c'est là le début de son succès. Et elle va démarrer dans le sportswear, parce que là aussi, c'est l'ère du temps. Hein, on est entre les deux guerres. On est en 1926-27. Voilà. Donc, et alors, elle a une collaboration assez incroyable avec les artistes, notamment avec Salvador Dali, avec Man Ray, Cocteau. Et c'est complètement nouveau, ça, d'aller aussi loin dans la création, parce que pour parler concrètement, elle crée un chapeau en forme de chaussure en corrélation avec Dali. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, cette café society, ce bœuf sur le toit, etc., c'est une petite société, tout le monde se connaît. Donc les artistes côtoient les créateurs de mode. On le voit avec Gabrielle Chanel, c'est la même chose. Gabrielle Chanel est amie de Cocteau, grande amie de Cocteau d'ailleurs. Oui, mais elle n'a pas, la même façon de collaborer. Non, exactement. Chanel est plus mécène, alors que, même si par exemple elle va créer les costumes du Train Bleu, donc le spectacle ballet de Darius Milhaud, mais au contraire, Schiaparelli, elle va travailler, elle collabore avec eux. C'est vraiment une collaboration d'esprit, en fait, d'artiste à artiste, exactement. Et avec Dali, effectivement, elle voit une photo de gala, donc la femme de Dali, portant une chaussure à l'envers. Et elle trouve ça extrêmement drôle et elle va en faire un chapeau que portera d'ailleurs, entre autres, Gala Dali. Comme la fameuse robe homard. Et la fameuse robe homard. On sait le homard, la signification érotique que le homard peut avoir dans l'œuvre de Dali. Et elle va lui proposer, sur cette robe très virginale, de dessiner ce homard entre les cuisses, ce que portera Wallis Simpson, ce qui est assez d'ailleurs ironique parce qu'on sait comment est arrivée Wallis Simpson à devenir la duchesse de Windsor. Et donc qu'elle ose aussi le porter, en avait-elle conscience? Enfin, voilà, il y a une succession. Elle a une liberté sans limite. Elle a une liberté sans limite, elle est singulière, Et elle reste femme d'affaires. Oui, alors c'est pas sa elle meilleure... mène sa barque tout de même. Oui, elle mène sa barque, mais c'est pas son point fort, hein, quand même, les affaires. Après, elle a créé des parfums. Oui, alors... Après, oui et non, parce qu'elle crée des parfums dès les années 27-28. C'est d'ailleurs son grand ami Jean-Michel Franck qui décore à la fois son showroom, ses appartements, qui s'occupe du premier packaging de ce parfum qui s'appelle S. Elle a tout compris, S comme Schiaparelli. Elle a analysé l'échec de son mentor, Paul Poiret, dans le domaine des parfums, parce que Paul Poiret avait séparé l'activité couture de l'activité parfum en nommant la couture Paul Poiret et les parfums de Rosine. Donc, elle a compris que c'était une erreur. Chanel, au contraire, elle avait fait Chanel numéro 5, les parfums Chanel. Là, du coup, elle se dit, ça, c'est une très, très bonne idée. Et elle, sa marque de fabrique, ça sera le S. Donc, tous ces parfums, presque tous, en tous les cas, démarrent par la lettre S. Sauf le Roi Soleil. Sauf le Roi Soleil. Qui n'a pas très bien marché, d'ailleurs. Non, alors que le flacon est sublime. C'était un petit clin d'œil aux Yvelines. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, vous savez que Schiaparelli a vécu à Versailles. Mais je sais, justement,
Oui, elle a vécu combien de temps? Pendant la drôle de guerre. C'est ça. Oui, c'est incroyable. elle est allée se réfugier chez une de ses Et à un amies moment, à vous Versailles. dites, ce livre, il est passionnant, ça se lit comme un roman, il se passe tout le temps quelque chose, c'est plein de rebondissements. Et elle dit, Schiaparelli, Paris est la balance du monde. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, En deux Paris, mots. la balance du monde, il faut 3 mots. comprendre le mot balance comme l'équilibre. Ah, Et c'est vrai que elle est italienne, elle a vécu à New York. New York a eu énormément d'importance pour elle parce que c'est tout le modernisme, c'est toute la liberté aussi des femmes et la liberté tout court, le monde des affaires. Donc, en plus, elle s'est réfugiée après à New York aussi dans les années 40. Donc, pour elle, Paris, c'est l'équilibre entre ces deux pôles. Si vous voulez, la vieille Rome, la vieille époque, civilisation oui. latine et la modernité de New York. et le futur. Paris, c'est le juste équilibre. Voilà. D'accord. Et alors, ce que je trouve aussi incroyablement moderne, c'est que elle donne des conseils aux femmes, des conseils pour s'habiller, et elle dit achetez peu, achetez du beau, portez que ce qui vous va, quitte à ne pas être à la mode. Oui, parce que c'est incroyable. Là encore, elle a connu vraiment les vaches maigres. En voulant être une femme libre, elle a connu les vaches maigres, même si elle vient d'un milieu favorisé, et elle a créé ce qu'on appelait les séparables, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir 3 robes, elle en avait qu'une, elle avait une jupe et 2 hauts. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, C'est-à-dire que pour c'était plusieurs comme tenues. ça. Elle se crée des tenues avec peu de choses dans sa garde-robe. Et donc, c'est comme ça qu'elle a effectivement aidé dans les années 20 les jeunes femmes plus fortunées qu'elle à bien s'habiller, à se créer un style. Et ensuite, dans les années 50, quand elle a fermé sa maison et qu'elle voulait un peu se retirer du monde des affaires, qui l'avait quand même beaucoup fatiguée aussi, elle a eu des problèmes de santé, donc elle avait envie quand même de se reposer un peu. On continue à lui demander des conseils, et ces conseils aux femmes sont d'un pragmatisme, en fait. C'est très juste, ils pourraient s'appliquer aujourd'hui. Je veux dire, les Bien 12 sûr. conseils qu'elle nous donne, ils sont valables. Et alors moi, j'adore le 12e conseil. Quand Payez même. vos factures. Payez vos factures. Ouais, c'est Voilà. rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il en reste d'ailleurs de ces parfums? Alors, il en reste plus grand-chose, Rien. à part de très très beaux flacons. Mais alors, pas les ce qui est senteurs, terrible, alors. si on les a encore, il faut aller à la Smothèque à Versailles, c'est et ça. vous les sentirez. Vous sentirez le À shocking de Versailles Schiaparelli. Ah Oui, ouais. le shocking de Schiaparelli. Schiaparelli a été beaucoup oubliée. En revanche, elle a été pillée. Ah. C'est-à-dire que Elle a inspiré beaucoup quand de vous allez à personnes. l'exposition au musée des Arts décoratifs, Alors, on va en parler de l'expo, ouais. vous retrouvez mais absolument tous les créateurs contemporains. Vous parliez tout à l'heure de Shocking de Schiaparelli, dont le flacon est en forme de buste. On Jean-Paul a le Gaultier. classique de Jean-Paul Gaultier, voilà. Le rose Shocking, c'est le rose Saint-Laurent. On a tellement comment dire, Elle a été source d'inspiration. C'était source tellement riche d'inspiration. que Exactement. ça a inspiré plein La de façon dont créateurs. elle a dessiné les silhouettes, si vous voulez, on va retrouver du Gaultier, mais on retrouve aussi du Mugler. Enfin, on retrouve du Lacroix également dans les broderies. Elle est incroyable. Elle est d'une créativité éclectique, fantaisiste. Elle est joyeuse. Oui, il y a de la Parce couleur, il y que a de la pourtant, gaieté. elle a une vie qui est pas drôle, si vous voulez. Elle s'est énormément battue. Quand elle parle de sa lutte, sa vie a été une véritable lutte. Mais avec toujours beaucoup ce côté italien, quoi, très dolce vita en même temps, Ouais, quoi, très de la amusé. gaieté, de la couleur et de la couleur. fantaisie Voilà, incroyable. Exactement. Écoutez, moi je trouve que ce livre, il faut absolument le lire avant d'aller voir l'exposition qui a lieu jusqu'en hiver prochain. Oui, jusqu'en jusqu'à novembre- fin janvier. Fin janvier, pardon. Fin janvier 2023. Au musée des Arts Déco. Oui, voilà, très belle expo. exposition. Mais si on lit ce livre avant, je trouve que c'est pas mal quand même. Pour Oui, bien parce que- comprendre la femme dans son intimité. Oui, parce que, si vous voulez, l'exposition, elle est très anglais surréalisme. D'accord. C'est vrai que Schiaparelli a été extrêmement proche donc, Oui, des comme on le disait tout surréalistes à l'heure, ouais. et des dadaïstes, mais quand on ne comprend pas toute sa vie, toute sa jeunesse, on a peut-être plus de mal à rentrer dans le pourquoi, en fait, de cette association avec les artistes. D'accord. Et puis, il ne faut écoutez- pas oublier qu'elle, qui avait voulu être comédienne, elle est quand même la grand-mère de Marisa Berenson. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, tout ça, on l'apprend en lisant ce livre passionnant. Un grand merci, Elisabeth de Fédot. Merci beaucoup, Véronique. Et à très bientôt, peut-être pour un nouveau livre. Mais j'espère. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis.